France Maghreb 2. À la une de ce grand forum pour ce jeudi 31 octobre, Mickaël Harpon, alors que l'enquête révèle l'absence de lien avec une entreprise terroriste, on assiste à un relatif silence des médias sur cette nouvelle information. Pensez-vous que ce silence est volontaire? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous allez tenter de répondre dans un instant. 01 40 33 9000, mais aussi en votant sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Pour en parler avec nous, Nargis qui fait son grand retour et ça nous fait plaisir, Khaled Simohand et Philippe Bouriaki. Le zapping, quelques infos zappées également, avis tranché de Philippe Bouriaki et de Khaled Simohand, et comment créer un rapport de force efficace pour faire stopper cette islamophobie. Voilà toute la question qui nous intéresse, sans oublier en fin d'émission le quiz pour terminer ce mois d'octobre et cette émission pour cette semaine. 16h-18h, le grand forum sur France Maghreb 2, 16h-18h, avec Christophe Roux. Le LGF, c'est tous les jours, mesdames, messieurs, votre magazine de talk, votre talk de 16h à 18h sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui... Ah, je suis content de la revoir. Nargis, comment va-t-elle? Bah, ça va bien et toi, Christophe? Nargis, tu en es où dans ton parcours universitaire, voilà. Bah, je suis en dernière année, enfin en M2 là, professionnalisant en coopération internationale Afrique-Moyen-Orient à Paris 1. Waouh, voilà. Ça en jette, comme on dit. Ah, c'est chouette. Monsieur Khaled Simohand, journaliste. Bonjour Khaled. Bonjour Christophe. Comment ça va? Ça va super. Un petit avis tranché aujourd'hui? Un petit avis tranché. Sur El-Baghdadi. El-Baghdadi. Abou Bakr El-Baghdadi. Ah, le fameux El-Baghdadi. Nargis, un petit avis tranché aussi? Un tout petit avis tranché sur le voile et le prosélytisme. Waouh, d'accord. Monsieur Bouriaki, comment ça va? Salam alaikum. Te voilà de retour. Happy Halloween. Oh là là, Halloween, laisse tomber. C'est vrai qu'on est le 31. Bah oui, C'est ça. ouais. Vous C'est fêtez ça. Halloween, vous? Ah ouais. Ah ouais? Direct. Ah ouais, t'es fou. Voir qu'il y a qu'à voir ta tête, hein. Halloween, c'est bon, c'est toute l'année. Oh là là. Oh, ça commence. Ça tire. Ça commence. Je Bon. sens qu'il y a la ramification de Dabla Sanitash derrière tout ça. Muslim House, c'est le titre de ton avis tranché à découvrir tout à Affirmatif. l'heure. Donc il y aura 3 avis tranchés. Le premier sera Philippe, le deuxième Nargis et le troisième Khaled. Voilà. Mesdames, messieurs, on est ensemble jusqu'à 18h. Vous le savez, comme chaque jour, avec, pour commencer, et comme sujet aujourd'hui, vous êtes peut-être remarqué que la tuerie de la préfecture de police, Mickaël Harpon, alors que l'enquête révèle l'absence de lien avec une entreprise terroriste. On assiste à un relatif silence des médias sur cette nouvelle information. La question est toute simple. Pensez-vous que ce silence est volontaire, monsieur Khaled Simohand? Christophe, tu me prends... Oui, comme ça. Tu me prends de court. Oui, je sais. Tu me prends de court. Non. 97% des auditeurs pensent que oui, c'est volontaire. Sur Facebook pour voter France Maghreb 2, Twitter le grand forum FM2 pour nous appeler 01 40 33 9000 parce que votre avis nous intéresse et dans cette émission le peuple s'exprime. Oui, volontaire ou pas alors? Parce qu'on en a fait des tartines quand même, Khaled, sur le caractère terroriste que pourrait ou qu'aurait pu en tout cas être cette affaire, cette tuerie, cette attaque, cette atrocité du côté de la préfecture de police qui a coûté la vie à 4 fonctionnaires. Et puis là, Je pense qu'il a certes sans doute dû les mettre en porte-à-faux. C'est-à-dire que ces premières, les premiers éléments d'enquête préliminaire là qui montrent qu'effectivement il n'y avait pas de lien avec que c'était pas un attentat djihadiste, les mettent en porte-à-faux parce qu'il y a eu une surenchère, il y a eu une avalanche de condamnations, de surenchères et voilà. Au bout de C'est vrai que Castaner s'est exprimé très vite. Où la première réaction de Castaner a été la prudence. Oui. Ensuite, quand on lui a reproché sa prudence, il a viré de bord et pour livrer un discours extrêmement radical. Et je pense que ça a sans doute dû donner le ton de toutes les déclarations qu'on a entendues par la suite, et dans les médias et dans la classe politique. Et tous ceux qui peut-être ne réagissaient pas au quart de tour devaient être considérés comme des mous. Donc je pense que oui, cette information les met en porte-à-faux vis-à-vis de la première réaction. Nargis, est-ce que c'est volontaire de la part des médias que de cacher ou plutôt de ne pas en faire des tonnes sur cette information quand même importante? Après en avoir justement fait des tonnes sur le fait que
cela pourrait être l'objet d'une attaque terroriste, etc. Et le parquet s'est saisi, etc. Alors en fait, moi je sais pas si on devrait dire que c'est volontaire. Moi j'ai l'impression que c'est un peu par dépit. C'est que ils ont l'habitude justement d'avoir tellement de choses à dire. Enfin, c'est un énorme morceau de viande à chaque fois que justement on peut faire un lien avec soit l'islam, soit un quelconque groupe terroriste ou bon. Voilà. Alors que là, du coup, ils se retrouvent un peu sans rien à dire. Et du coup, ils ont pas l'habitude. Je pense que c'est vraiment une forme enfin. Non, peut-être que je suis dure en disant incapacité, mais c'est juste que voilà, ils sont un peu pris au dépourvu, quoi. Ils ont plus rien à se mettre sous la dent, et du coup, bon bah. Silence volontaire ou par dépit. Bon, j'avoue, j'ai pas vraiment répondu, mais à mon avis, je sais pas si c'est volontaire. Moi, je pense que c'est plus qu'ils ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors voilà. Tiens, une information qui vient de tomber, c'est très marrant. Toi qui veux faire un avis tranché sur El Baghdadi, mon cher Khaled, le groupe État islamique annonce à l'instant que confirme la mort de El Baghdadi. Ça c'est voilà, et nomme à la place. Alors attendez, pardon pour l'accent. Nomme Abu Ibrahim al-Hashimi el-Kourachi. Voilà. Donc je sais pas si j'ai bien prononcé. En tout cas, voilà, c'est ce que vient d'annoncer via une agence de presse, évidemment, comme on en a l'habitude. Donc elle confirme bien la mort de El Baghdadi. D'accord. Voilà. J'en tiendrai compte. Voilà. Philippe, Yes. sur ce traitement médiatique qui est fait. Alors, moi, concernant cette affaire, Michael Harpon, qui était au départ un terroriste, par les médias, par tout ce Quand même. Voilà. Alors je vais être beaucoup plus direct que mes collègues. Moi, c'est clair. La presse aujourd'hui n'a pas intérêt à dire qu'elle s'est ridiculisée. Rappelle-toi, on a eu l'affaire Dupont Ligonnès là. Oui. Xavier. Ouais. Xavier. T'as vu ce qui s'est passé? Ouais. Oui. Non, c'est pas nous, c'est Sclandiard qui nous a dit c'est lui. Alors donc nous on a obéi. Ils sont emballés, ils partent au quart de tour. Et donc du coup ils mettent une pression terrible aux politiques qui eux devraient déjà garder la tête sur les épaules et prendre le temps du recul nécessaire pour pouvoir donner un diagnostic, des résultats, des pistes, des orientations. Là on a même l'impression que les caméras ils sont dans le bureau du procureur ou du juge qui est saisi tout de suite. Rappelle-toi dans les premiers mots. Alors il s'est passé que Michael a fait ce qu'il a fait, mais immédiatement, alors que même la brigade antiterroriste n'avait pas été saisie, qu'on n'avait aucun élément, tout de suite, on émettait des hypothèses en disant oui, alors peut-être qu'il y a une cause à effet, et puis ces derniers temps, avec tous les problèmes de radicalisation, alors qu'on ne savait rien de lui. Immédiatement, ces mots-là tournaient en boucle. C'est-à-dire que ça devenait même une obligation. Et les autres médias qui étaient à la traîne, ils sont obligés de suivre la cadence. Le mouvement qui est donné par des gens, on sait très bien quel est le but. Moi, je l'ai dit, le but, il est d'obliger les Français et les Françaises à dire si vous voulez pas de la bête immonde, il y a l'arnaque libérale qui est là, qui va vous sauver de la bête immonde, et de créer une bipolarité pour que on n'ait pas le choix en 2022, se dire non, on va faire un barrage républicain à Marine Le Pen et on va voter Emmanuel Macron. Et je dis, c'est un jeu dangereux. Quand tu vois qui sont derrière les médias, d'ailleurs, ça a été les premiers à bénéficier des premières réformes. La première réforme d'Emmanuel Macron, je vous rappellerai que c'est la suspension de l'ISF immédiat. C'est l'instauration et l'augmentation et l'explosion du CICE, le crédit impôt compétitivité des entreprises, qui sous Hollande était à 11 milliards et sous Macron est à 42 milliards. Enfin, c'est une honte extraordinaire. Personne ne dit rien, personne ne mouffe. Et puis revenir en arrière pour dire non, en fin de compte on a été des allumeurs de feu, des jeteurs d'essence, des jerrycans, des barils sur un brasier qu'on ne veut pas absolument pas éteindre, et comme ça on fait passer toutes les réformes sur les retraites, sur la casse des services publics, sur les privatisations, des choses qui rapportent du fric aux contribuables français. Pendant ce temps-là, on te détourne de choses qui sont réelles lorsqu'il y a des problèmes de terrorisme. Et un terroriste, c'est un terroriste. Il agit sous une doctrine qui lui est propre, qui ne correspond pas à la majorité pacifique qu'on connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire leur mea culpa. Donc ils n'en parleront pas, hormis toi. J'ajouterais une chose, c'est que en fait, si c'est pas un attentat terroriste, là, il convient de parler de plein de choses peut-être trop compliquées pour les journalistes. Burn-out, discrimination, le cumul de ces handicaps,
Je rappelle que Michael Harpon était noir, il souffrait d'un lourd handicap auditif, et puis pour couronner le tout, il s'est converti à l'islam. Donc si c'est pas l'islam, là il s'agit d'évoquer plein de questions qui sont trop compliquées, trop longues, alors pas moins intéressantes, parce que c'est des questions qui sont essentielles et qui traversent toute une partie de la société française. Mais je pense que c'est ça. En tout cas, c'est la raison est beaucoup moins sexy, en tout cas, et beaucoup moins sexy, ça c'est sûr. Bankable, voilà, pour les médias. Nargis, c'est vrai que les médias en font des tonnes, hein, quand il s'agit d'attribuer, j'allais dire, une attaque terroriste, et quand elle se plante, et elle s'est plantée à plusieurs reprises. Les médias vraiment ne prennent pas le temps de vérifier une information. On est dans vraiment la rapidité, à croire que c'est celui qui donnera l'information la plus rapide, et on assiste à une course vraiment qui est parfois qui conduit à de mauvaises informations, et peut-être aussi envenimer un peu j'ai envie de dire l'ambiance le débat du public, moment. ouais, Voilà, c'est clair. Mais oui, non, mais il s'enflamme toujours. Moi c'est vrai que ça m'avait vraiment frappé quand il y avait eu quand il y a eu justement l'affaire de la préfecture de police, la rapidité avec laquelle tout de suite la piste terroriste, machin, etc. Alors que très clairement, ça n'avait pas fait lieu encore de déclaration officielle. Et ce qui m'a d'autant plus surpris, c'est le discours politique d'Emmanuel Macron derrière, en disant voilà, nous allons lutter, en mettant en avant l'islam comme encore une fois comme un bouc émissaire, et comme au cœur de cette affaire. Et oui, non, mais c'est vrai que c'est insupportable, cette espèce alors je sais plus quel terme tu as utilisé, mais en tout cas c'est cette manière dont frénésie, qu'ils ont frénésie. Ils s'enflamment à chaque fois sur cette question, et on a l'impression en fait presque qu'ils ne savent faire que ça, que sur cette question-là. Et après, moi je trouve que ça questionne quel est le rôle aujourd'hui des médias. Est-ce qu'ils veulent que nous informer? Non, en fait ils veulent clairement orienter le débat public, politique, et l'opinion, et leur impact sur l'opinion des Français est quand même hyper lourd, hyper important, et donc à mon avis ils en sont parfaitement conscients. Et donc là je trouve que ce traitement médiatique et cette représentation de l'islam dans les médias, à mon sens, voilà, c'est clairement une volonté politique de diviser. Alors on va voir ce qu'en pensent nos auditeurs au 01 40 33 9000. Rachid est avec nous. Bonjour Rachid. Rachid? Bon, il est parti, notre ami Rachid. En tout cas, vous pouvez nous appeler pour nous donner votre avis qui nous intéresse pour le coup au 01 40 33 9000. Et c'est comme tout finalement. Regardez pour la mosquée de Bayonne. Là pour le coup, et à l'inverse, les médias n'ont pas voulu parler d'attaque terroriste, alors quand même on rappelle que l'individu en question c'est quand même un ancien militaire, c'est quand même quelqu'un qui visiblement, alors qu'est-ce qu'on nous sort aujourd'hui, il a eu une folie de 15 minutes. C'est ça, passagère. Non mais c'est extraordinaire. C'est toujours ça qui ressort de toute façon. Le mec a eu une folie de 15 minutes, ce qui n'établit pas aujourd'hui le fait de parler d'attaque terroriste. D'ailleurs, le parquet antiterroriste ne va même pas se saisir. Ouais, vous voyez, il a pas le temps, il est encore sur Michael Harpon. Ouais, c'est ça. Non mais voilà à quoi on assiste quand même, à cette frénésie, à cet emballement médiatique. Philippe, c'est toujours la même chose quoi. Bah, écoute, comment on a même l'impression de se répéter quoi, tout le temps la même chose en fait. Par ricochet, on y en arrivera tout à l'heure. Tu as une proie facile, vulnérable, pas organisé, pas structuré, pas solidaire en plus. Donc, de tout temps, l'homme a toujours eu besoin d'un bouc émissaire. Ouais. Rappelle-toi en Allemagne, lorsque les nazis sont arrivés au pouvoir, c'est suite à la nuit de cristal, alors que l'histoire nous démontre que en aucun cas ça a été un complot, et donc la manipulation des masses, aidée et relayée par les médias. Hein, Malcolm X te disait que si vous ne prenez pas garde, les médias vous feront haïr les oppressés et aimer les oppresseurs. Eh ben, figure-toi que
la classe dirigeante et bourgeoise et des grands industriels allemandes à l'époque disait vaut mieux Hitler que le Front populaire. Et Hitler est arrivé au pouvoir suite à une crise majeure économique, la fameuse crise de 29, et surtout que les grandes structures, les grandes familles européennes, là, l'Europe était déjà bien construite au niveau de la finance. Elle n'a pas eu besoin d'attendre les traités et l'Europe des nations. En tout cas, l'Europe de l'argent et la mondialisation de l'argent étaient déjà bien en place. Et quand tu sais quelles sources financières et d'où elles provenaient ont aidé Hitler à arriver au pouvoir, sérieusement, je veux pas dramatiser, je veux pas faire l'adepte de théories farfelues, mais l'histoire nous a démontré que lorsque tu trouves un bouc émissaire facile, que tu le ghettoises, et je crois que l'histoire de l'Europe sur les banlieues ont privilégié la ghettoisation, et surtout on sait aujourd'hui que dans les offices HLM, Razik l'a démontré la dernière fois dans un reportage juste extraordinaire, que les consignes étaient données pour parquer les gens. T'avais des cités, t'avais que des Maliens, des Sénégalais, des Algériens, que des Ivoiriens, que des Comoriens, enfin tout a été fait pour ghettoiser. Et moi, lorsque tu reprends les termes qu'on entend aujourd'hui, la situation dans laquelle on est, ça me rappelle les années noires qui a traversé l'Europe, et je ne veux pas que ça se produise. Et Hitler est arrivé au pouvoir parce qu'une grande partie de la population ne s'est pas déplacée, et il n'y croyait pas. Alors vous pouvez vous dire que les élections, ça ne sert à rien, mais c'est le seul moment où on vous demande votre avis. On a la chance d'être dans une démocratie, d'être dans un pays libre. Il y a des dictatures, et je ne veux pas arriver dans une dictature parce que la démocratie aura favorisé ça. Donc maintenant, ça suffit. Il faut résister de manière pacifique. Moi, mes modèles, c'est Gandhi, c'est Martin Luther King, c'est Malcolm X, et c'est aussi Nelson Mandela. Et ces gens-là, ils nous ont appris de leur expérience douloureuse, et je veux pas vivre les événements de Watts. Je ne veux pas vivre des ratonnades qu'on a connues dans les années 80. Donc tout ça, ça suffit. Il faut que nous aussi, tous ceux et toutes celles qui peuvent porter atteinte à notre nation, quel qu'il soit, il faut qu'on soit aussi des relais pour la justice, et ne pas hésiter à dire que telle personne, elle pose problème pour la société française et pas pour une ethnie supérieure à une autre ou une communauté supérieure à une autre. D'ailleurs, le mot communauté, il est carrément abject, et aujourd'hui, on le voit bien que dans les élections à venir municipales, avant, il y a 20 ans, lorsqu'on avait des grands frères qui voulaient se présenter, on disait ouais, c'est les mecs de banlieue, les racailles qui veulent faire leur magouille en col blanc. Aujourd'hui, pour te discréditer, on dit tu es un candidat communautariste. Donc il faut lutter contre ça, et pour lutter contre ça, les politiciens, la seule chose qu'ils voient, c'est la courbe, des statistiques, des chiffres, des monoblocs, ceux et celles qui vont voter. Et puis il y a eu un rassemblement le 27 octobre. Il y a eu une première marche. Ça n'a pas été facile, on le sait. Nous n'avons pas été très nombreux, on le sait, mais ça a été un début. Et moi, je me rappelle très bien, il faudrait qu'on appelle Hamid Gamal pour lui demander quelle est la proposition qu'il avait faite. Et il a dit, aujourd'hui, il y a un mouvement qui est né. Il est là, il est présent. Et ce mouvement, il faut qu'on le fasse grandir jour après jour. Mais pour cela, il faut qu'on soit capable de dépasser nos égos. Il faut qu'on soit capable de se réunir et de s'asseoir au-delà de nos obédiences religieuses, parce qu'il y a plusieurs courants, au-delà de nos obédiences politiques, parce qu'il y a plusieurs courants, au-delà de nos obédiences du frontalières, parce qu'il y a plusieurs frontières, et se dire, nous, avant tout, nous sommes la République. Nous sommes la France, que ça leur plaise ou non, nous sommes aussi ici chez nous, et on va arrêter de tendre l'autre joue, on va arrêter d'être désorganisés, et on va suivre le modèle de certains qui sont beaucoup moins nombreux, et qui sont une vraie structure, un vrai bloc, et qui fonctionnent comme une tortue de légion romaine. Donc maintenant, ça suffit, asseyez-vous autour d'une table, organisons des élections s'il le faut, pour avoir 1, 2, 3, 4, une dizaine, un collège paritaire, hommes et femmes, qui puissent discuter avec les instances comme le ministère de l'Intérieur, comme l'Élysée, comme les autres offices de culte, et parlons d'une seule voix, et on avance, et stop, et on habite ici, comme je le dis, ça leur plaît ou non, nous sommes français. Et maintenant, on va arrêter de tendre l'autre joue, mais par contre, on va s'impliquer intégralement dans le développement de notre pays. Alors, on va accueillir, c'est mieux le micro ouvert quand même, Saïd qui nous appelle de Marseille. Bonjour Saïd. On va accueillir, c'est mieux le micro ouvert quand même. Saïd, baissez-moi la radio s'il vous plaît. Bonjour Saïd. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute. Oui, en fait, déjà, je tiens à dire que le discours, j'aime beaucoup. Ouais. Vous avez tout dit parfaitement.
Oui, donc vous n'avez plus rien à dire, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que je vous écoute et franchement, j'ai bien aimé votre discours et tout ce que je voulais dire, vous l'avez sorti, vous voyez. Ah bah c'est donc, parfait alors. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et voilà, quoi. Eh ben écoutez, merci beaucoup, cher Saïd. À bientôt du côté de Marseille. Bon week-end. Merci, vous aussi, passez un bon week-end. Je peux ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, Khaled, je t'en prie. Moi, je suis pas sûr qu'en fait que le racisme structurel là qui se déploie chaque jour et qui se renforce soit forcément corrélé à une situation économique, à une crise économique. La France se porte bien, peut-être pas pour tout le monde, mais elle se porte très très bien. La France a été beaucoup plus riche qu'elle l'était il y a 40 ou 50 ans. Donc on n'est pas du tout dans une période comparable à la crise économique de l'entre-deux-guerres. Il y a quelque chose de beaucoup plus structurel et qui remonte à très très loin dans la manière dont s'exprime ce racisme, mais il remonte à la période durant laquelle en fait ces représentations ont été construites, et la période durant laquelle ces représentations ont été construites, c'est la période coloniale, c'est la séquence coloniale. Tant qu'on n'a pas détricoté, tant qu'on n'a pas déconstruit tout ce qui a irrigué pendant des décennies et des décennies, toute une partie de l'élite politique. Et tous ces gens qui s'expriment aujourd'hui, qu'ils soient des politiques, des journalistes, des experts ou des pseudo-experts, sont le réceptacle en fait de toute cette mémoire, de toutes ces représentations qu'il convient aujourd'hui de déconstruire, et qui provoquent beaucoup de résistance dans le corps. Dans le corps politique, dans le corps académique, au niveau des institutions universitaires, ça grince des dents. Les gens sont pas contents, ils ont pas envie de se voir, d'aborder ces questions, mais c'est des questions qui sont indispensables à aborder, parce que il s'agit pas en fait c'est pas tous les universitaires, les chercheurs qui s'intéressent à ces questions. Je pense pas que pour eux il s'agisse de régler des comptes avec la République, mais il s'agit d'aborder des questions d'un passé qui a un impact considérable sur notre présent. Donc voilà, la question économique, elle est peut-être un facteur sur lequel surfe toute une partie de la droite et l'extrême droite quand ils s'adressent aux strates les plus vulnérables de la société pour obtenir leur vote. Mais c'est pas le ressort principal. Le ressort principal, il est vraiment politique. Ouais. Vos appels et vos réactions nous intéressent aussi au 01 40 33 9000 à suivre. Dans un instant, avis tranché de Philippe Boriaki, Muslim House. Dans un instant, vous allez voir de quoi ça parle. Je crois que ça parle d'un certain sénateur qui s'est fait illustrer au Sénat lors du débat qui avait lieu mardi concernant l'interdiction de signes religieux lors des sorties scolaires. Ça a été d'ailleurs voté. Voilà, pour faire simple, hein, c'est pas parce que ça a été voté que ça va passer, parce que ça doit passer évidemment par la case Assemblée nationale et il y a très peu de chances pour que ça passe. Bref, c'est un petit truc pour occuper ces messieurs retraités du côté du Sénat qui les a bien occupés mardi, quelques jours après d'ailleurs l'attentat terroriste, parce que on n'a pas le peur quand même de le dire ici, concernant la mosquée de Bayonne. C'était vraiment encore une fois au lendemain. Ouais, au lendemain. Au lendemain, oui. Quelle indécence. C'est de l'indécence pure et simple. Et vraiment, il vise à stigmatiser, voilà, on peut le dire tranquillement, une communauté vraiment en particulier. Justement, on s'interrogera sur comment s'organiser, comment se faire respecter, quel rapport de force pouvons-nous créer. On a besoin de vous, on a besoin de chacun d'entre vous pour essayer d'essayer de faire en sorte que cette communauté, puisqu'il faut parler ainsi, puisse s'organiser, puisse se faire respecter. Mais comment? Voilà, là est toute la question, pour essayer d'innover, d'être stratégique et d'essayer de trouver là où les choses qui feront que demain, les musulmans dans ce pays, d'abord, pèseront et se feront respecter. Avis tranché aussi de Nargis dans un instant pour parler du voile, et avis tranché de notre ami Khaled Simran pour El-Baghdadi qui, vous le savez, a été tué donc la semaine dernière visiblement, et le groupe État islamique d'ailleurs confirme la mort d'El-Baghdadi en nommant un nouveau chef à sa tête. Dans un instant, le LGF, vos appels 01 40 33 9000. Vous continuez en tout cas de voter à la question du jour concernant donc Mickaël Harpon. Est-ce que les médias, est-ce que c'est volontaire de leur part de cacher maintenant que le caractère terroriste n'est plus retenu? Vous votez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2, et on est là tranquillement jusqu'à 18h.
Ça s'appelle le Grand Forum, les amis, on est là et ravi de vous retrouver en ce jeudi 31 octobre. Paraît que c'est Halloween. Oh, les sorcières et tout ça. Aujourd'hui, les têtes de citrouille, tout ça. Bon, c'est un truc qui vient des États-Unis, je sais pas. Et moi, je me souviens pas lorsque j'étais plus jeune. Khaled, je pense qu'on est à peu près de la même génération. J'ai l'impression que quand j'étais tout jeune, moi, j'avais jamais entendu parler d'Halloween. Hein. Non, c'est un truc qui est arrivé. Ouais. Ah ouais, je te jure. Ouais, c'est une importation. Bon, Nargis qui est quand même beaucoup plus jeune que nous. Surtout que Philippe. Mais quand même, je pensais. Franchement, Halloween, non, on ne connaissait pas. Ça doit avoir 20 ans à peu près. Ouais, dans les années 90. Dans les années 90, ça commence. Un peu plus quand même, non? Non, années 90. Ah bon? Ouais. Bon, bah, ok, alors je dois être vraiment très vieux. 2000. Bon. 01 40 33 9000 à suivre dans cette deuxième partie. Nargis qui va nous parler, nous livrer son avis tranché dans quelques instants. Le zapping, quelques infos zappées. Et pour commencer cette nouvelle partie, voici l'avis tranché de notre ami Philippe Bourriac, mesdames, messieurs. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre de cet avis tranché, Muslim House. Muslim Roust. Je sais que le titre de mon avis tranché est très provocateur. Mais c'est ainsi qu'aurait pu finir son discours de haine le sénateur Jean-Louis Masson lors de son intervention avant-hier pendant le débat sur l'interdiction du port du voile lors des sorties scolaires. Oui, c'est comme ça qu'ils auraient dû l'appeler, cette loi. Cela aurait été un peu moins hypocrite de la part de l'hydre raciste qui a infiltré dangereusement notre nation, à commencer par les dirigeants de notre pays. Certains et certaines d'entre vous n'ont peut-être pas entendu le déversement de bile du rentier sénateur Masson. Disait Christophe, s'il te plaît, envoie le bousin. Les mères de famille, bon, bah, on pleure misère sur la mère de famille, etc., la pauvre, etc. Et là, avec un pain de elle n'aurait pas eu de problème. Bah, c'est tout. Hein, et puis le problème était réglé. Mais est-ce qu'on pense aux enfants? Est-ce qu'on pense aux enfants qui sont entourés par des gens? Bon, on pourrait les entourer par n'importe quoi, des Halloween. On pourrait faire Halloween aussi. On va sortir des sorcières de Halloween pour mettre les enfants lors des voyages scolaires. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. On a quand même le droit d'avoir des enfants qui sont pas pollués par ce type de prosélytisme, de communautarisme. C'est pas nous qui devons nous aligner sur eux, sur les communautaristes. C'est les communautaristes qui vivent avec nous, qui sont dans notre société, qui doivent s'aligner sur notre société. Et s'ils sont pas contents, ils ont qu'à retourner d'où ils viennent. Donc je disais, Muslim Roust, c'est de l'allemand, et c'est en référence au slogan nazi Judenroust. Ouh là là, j'entends déjà les fachos me dire, mais dis donc Fifouille, tu arrêtes ta victimisation? Il y a eu Toulouse, Charlie, le Bataclan, Nice, Strasbourg, la préfecture, quand même. Donc, n'inversons pas les rôles, c'est les valeurs de notre République, la loi de la laïcité, notre art de vivre à la française, nos traditions judéo-chrétiennes qui sont menacées par le voile. Ah bon? Et que pour eux, les tueries de Oslo, Utah, Christchurch, La Halle en Allemagne ou tout récemment à Bayonne, ce sont uniquement des déséquilibrés et pas des fondamentalistes. Le plus dingue, c'est que pour l'attentat de Bayonne, la seule à évoquer le mot attentat, c'était Halte Marine Le Pen. Donc le Sénat s'est déshonoré en votant cette loi, qui ne sera vraisemblablement pas votée à l'Assemblée nationale. Donc en conclusion, les sénateurs ne servent à rien. Et s'ils servent à rien, eh ben on n'a plus besoin d'eux. Ah non, pardon, je suis désolé. S'ils servent à quelque chose, à donner une place grassement rémunérée sur le dos de ceux qui payent des impôts, voilés ou non. Je conclurai, monsieur Masson, pour vous dire que vous êtes un abominable menteur. Vous avez dit exactement que les communautaristes, doivent s'aligner sur notre société. Monsieur Masson, vous êtes bien un élu de Moselle, n'est-ce pas? Eh ben voyez-vous, la loi de 1905 ne s'applique pas en Alsace et en Moselle. Eh oui, le Concordat. Voilà ce qu'écrivait Jean-Marie Guénois dans le Figaro du 26 janvier 2012. Le Concordat, exception du droit français, qui régit les cultes en Alsace, Haut-Rhin et Bas-Rhin, et dans le département de la Moselle. Le 9 décembre 1905, le vote de la loi concernant la séparation des églises et de l'État eut pour effet d'abolir ce concordat. Sauf pour les 3 départements que j'ai cités juste avant, qui conservent d'ailleurs cette législation religieuse particulière. La clé juridique du concordat est la reconnaissance
officielle par l'État français des 4 cultes de l'époque, catholique, luthérien, réformé et israélite. L'État dispose à ce titre d'un droit de contrôle sur ces cultes. Ainsi, les archevêques de Strasbourg et de Metz, le président et le vice-président des organisations protestantes et les présidents du consistoire juif, Strasbourg, Colmar, Metz, sont juridiquement nommés par l'État. En pratique, l'État entérine les personnalités élues, juifs et protestants. Ou choisis par le pape. Dans la même logique, tous les ministres du culte sont agréés par le ministère de l'Intérieur. En contrepartie, écoutez bien, l'État prend en charge la rémunération des ministres du culte. Les municipalités sont tenues de les loger et elles doivent aussi assurer les frais de fonctionnement des paroisses et communautés considérées comme des établissements publics. Autre conséquence juste extraordinaire, l'enseignement religieux est obligatoire dans les écoles publiques, les parents peuvent demander une dispense, donc dans les faits, 75% des enfants du primaire, 50% des collégiens et 10% des lycéens suivent ces cours religieux. Enfin, l'université publique de Strasbourg propose 2 facultés de théologie, protestante et catholique, et celle de Metz, un département de théologie. Toutes délivrent, cas unique en France, un diplôme d'état de théologie. Alors, monsieur Masson, comme diraient si bien mes amis Fickelkraut et Valls, taisez-vous quand même. Alors, chers amis, pour ne jamais entendre Muslim Roust, nous avons le droit, le devoir et le pouvoir d'aller voter. Philippe Boriaki sur France Maghreb 2 pour son avis tranché. Khaled, petite réaction peut-être? Très bien. Très bien, c'était très pertinent de mettre. Moi, j'ignorais que c'était un sénateur de Moselle, donc c'est très bien d'avoir pointé la contradiction de son discours, de sa posture. Mais c'est vrai qu'en l'écoutant, on se dit, on se dit qu'il est passé par le bar du Sénat et qu'il a un peu abusé de la boisson, quoi, non? Ouais, effectivement. Parce que je disais, moi, qui viens du fin fond de la campagne de Montargis dans le Loiret. Je peux vous assurer que j'en ai fait des bars parce que j'adore m'attabler à un bar et boire un café et puis écouter. Et bon, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, mais alors, un personnage comme ça, j'en ai rarement croisé quand même. Ouais, faut le dire. C'est vrai qu'on dirait qu'il en est à son 4e pastis. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, quoi qu'il en soit, Nargis, voilà un petit peu. Mais moi, ce qui m'interpelle quand même, c'est quand même le mec, il est sénateur, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est comme ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que le Sénat aujourd'hui, enfin, je sais pas leur rôle aujourd'hui, la qualité des gens qui sont là-bas. Enfin, qu'est-ce que ça dit sur la France en fait, ouais. de perdurer avec cette sur ces élites. Ouais, absolument. Voilà. Je vous rappelle la question, les amis, la question du jour à laquelle vous votez, évidemment, Michael Harpon. Alors que l'enquête révèle l'absence de lien avec une entreprise terroriste, on assiste à un relatif silence des médias, les médias, donc sur cette affaire. Est-ce que vous pensez que ce silence est volontaire? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2 Zapping. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots Bamboula, d'accord, c'est des mots. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barret. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Mais je me sens très bien. Si la connerie se mesurait, il servirait de maîtresse. Alors pour commencer ce zapping, et vous allez pouvoir aussi nous appeler si vous le souhaitez, 01 40 33 9000 toujours et encore pour prendre part à la discussion avec nous. Et pour commencer donc, depuis l'attaque de police de Paris, 33 signalements ont été signalés, selon le préfet, et 7 policiers ont été désarmés. Ce sont là les chiffres au travers d'un reportage de CNews. Pendant 2 heures, le préfet de police de Paris a répondu aux questions de la commission d'enquête de l'Assemblée et a rappelé son intention d'encourager les signalements pour soupçons de radicalisation. Des soupçons qui ont débouché sur 33 signalements depuis l'attaque à la préfecture de police. Résultat, 7 policiers ont été désarmés. Ce sont les décisions les plus essentielles qu'il faut prendre, à la fois parce que le signalement vise à protéger les fonctionnaires par rapport aux fonctionnaires signalés, mais également et aussi le fonctionnaire signalé. Au total, 48 signalements sont en cours d'examen, mais pour certains syndicats, la majorité d'entre eux ne fait pas l'objet d'une radicalisation. Il faut savoir que dans les signalements, il y a des signaux faibles, il y a des signaux forts, et que la grande majorité de ces signalements, en tous les cas des informations que j'ai pu avoir, ce sont principalement des signaux faibles, c'est-à-dire un fonctionnaire de police qui pense qu'un policier est radicalisé, par exemple parce qu'il a pu poser des congés en tant que musulman sur la période de la Pâque juive.
Le préfet de police a aussi annoncé avoir demandé la suspension de 3 fonctionnaires, une mesure déjà mise en œuvre pour l'un des policiers. Est-ce que c'est inquiétant, Nargis, Philippe, Khaled, sur le fait qu'effectivement, depuis l'attaque de la préfecture, 7 policiers ont été désarmés? Alors, je vous demande pas leur confession, on la connaît, hein, évidemment, et qu'il y a eu quand même 33 signalements. Cela relève de la police, hein. Philippe? Ouais, c'est très compliqué ce que tu dis. Enfin, moi j'ai rien dit moi. Non, c'est une information. Bien, ouais, non, c'est super compliqué la rapidité des choses. Je suis vraiment à chaque fois, je tiens à dire moi, les forces de l'ordre savent qu'ils peuvent compter sur mon soutien total et indéfectible lorsqu'ils qu'ils restent dans le cadre de la loi républicaine, celle de protéger sa population contre toutes les attaques envers elle, qu'elles soient physiques, qu'elles soient psychologiques ou qu'elles soient financières. C'est-à-dire que je veux dire qu'il faut aussi protéger les employés lorsque tu as des patrons voyous. Et elle doit pas être à la solde et au service d'une oligarchie dominante internationale. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je crois qu'on vient de faire une insulte, encore une fois, à nos services de renseignement qui, je le précise, sont, avec le Mossad, la CIA et le MI5, les meilleurs services de renseignement au monde, intérieur et extérieur. Nous avons le meilleur corps d'élite et de formation sur le renseignement, sur les manières tactiques, sur les forces opérationnelles, sur les services spéciaux. Et dans l'ombre, ces femmes et ces hommes risquent leur vie, bousillent leur vie de famille pour que nous vivions en liberté et en toute quiétude. Et aujourd'hui, on est en train de me dire que ces femmes et ces hommes qui sont parmi l'élite du monde, qui nous ont assuré d'une sécurité totale, qui ont déjoué des attentats dont on ne parle pas dans la presse, qui ont défendu les intérêts aussi de notre pays dans les anciennes colonies ou sur d'autres territoires, puisque nous savons qu'il y a des guerres interposées qui se font aujourd'hui pour uniquement de l'argent. Mais lorsque nous sommes soldats ou militaires, je l'ai toujours dit, on n'a pas le droit de penser, on est au service de notre pays, et celui qui dirige les armées, c'est le président de la République, quelle que soit son orientation politique ou confessionnelle. Et donc, par concession, lorsqu'on fait le choix d'intégrer ces corps, la seule priorité pour nous, c'est la protection de notre nation et de sa République et de la patrie. Ouais. Et dire aujourd'hui à ces gens-là, mais pendant toutes ces années, vous n'avez pas vu ces gens-là. Alors il y a toujours des loups solitaires, des gens qui ressemblent à Monsieur et Madame Tout le Monde, qui font la fête avec tout le monde. Et par exemple, je vais citer des noms quand même: Guy Georges, Émile Louis, Marc Dutroux. Tu vois, c'est pas des islamistes. Il va être libéré d'ailleurs, Marc Dutroux, il paraît. Bah, il y a des lois et bon, ça se discute. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as des tueurs en série qui donnent des cours à des enfants, et les parents, lorsqu'ils apprennent ça, ils disent mais c'est pas possible, c'était un prof juste extraordinaire. Tu as des prêtres. Alors je veux pas à chaque fois surenchérir, mais je suis en train de dire il faut pas se tromper de cible et d'ennemi. Il y a des êtres humains qui à un moment donné peuvent défaillir, qui peuvent péter les plombs, qui peuvent disjoncter des histoires personnelles. Rappelle-toi ce commandant de bord de la Lufthansa qui s'est écrasé avec son avion avec 150 personnes, il n'était pas du tout concerné par rapport à l'islam. Et donc là, on est en train de me dire que pendant toutes ces années, tu as 33 personnes qui pouvaient être source des loups solitaires, des loups solitaires qui pouvaient donner des informations top sensibles. C'est inquiétant, Khaled. C'est inquiétant. Ouais, c'est inquiétant. Je veux dire. Qu'est-ce que ça illustre? Est-ce qu'on est là encore une fois dans l'emballement d'une situation précise? Mais oui, ça s'est passé quand même à la préfecture de police, rappelons-le. C'est ça le truc, c'est que en fait ce mélange de genres il augure rien de bon. C'est reprendre des dispositions qui ont été prises à chaud après le meurtre de 4 fonctionnaires. En plus, dans une période préélectorale, avec la convention de la droite quelques semaines avant qui avait déclenché tout ce qu'elle a déclenché, ça augure rien de bon pour le fonctionnement de la justice. Je veux dire, ces gens qui ont été signalés, on peut s'interroger sur la pertinence du signalement. Ouais. Et puis, il est de la même manière que les médias et la classe politique n'ont pas réagi à la disculpation de Michael Harpon, en tout cas, enfin pas sa disculpation, mais en tout cas le fait qu'on ait révoqué toute idée de terrorisme, on peut être sûr que les personnes qui ont été signalées
Il y en a combien? 17, c'est ça? Non, il y en a 33, et 7 ont été désarmés. D'accord. Donc on peut être sûr que si, au terme en fait d'une enquête plus approfondie, les 33 sont entièrement disculpés, vous pouvez être sûr qu'on n'en entendra pas parler. On entendra parler si on confirme qu'il y a effectivement 4 personnes qui seront peut-être inculpées parce que suspectes de je sais pas quoi. Vous vous souvenez des perquisitions durant l'état d'urgence après les attentats 2015? Il y en a eu près de 5000. Aucune n'a mené dans une mise en examen. C'est un peu la même chose, hein, mais c'est quand même hallucinant. En tout cas pour terrorisme. Oui, pour terrorisme, bien sûr. Mais parfois, moi, j'ai l'impression, j'ajoute juste un petit point, mais c'est aussi, moi, j'ai l'impression que c'est aussi une manière de rassurer, en fait, les Français, du type, en fait, on fait quand même des choses pour essayer de lutter contre ça. On va corriger, entre guillemets, cette faille, voilà, c'est ça, cette faille dans notre système de sécurité ou quoi. Et donc, on annonce des signalements, et donc des désarmements, comme tu disais, Christophe, pour en fait dire en fait on est là, on fait des choses, et même si au final c'est pas je sais pas dans quelle mesure, comme tu disais Khaled, dans quelle mesure ce signalement qu'est-ce qu'il vaut en fait, que valent ces 33 signalements, à mon avis c'est aussi beaucoup tourné vers l'opinion publique. Bien évidemment. Ouais. Alors tiens, puisqu'on parle d'opinion publique, on va parler de Emmanuel Macron, qui s'est exprimé, oui, écoutez bien, valeur actuelle. Voilà, qui pose question quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? Énorme. Voici le reportage de CNews qui résume les propos, qui résume les propos du président de la République dans Valeurs Actuelles. C'est un constat inquiétant que dresse Emmanuel Macron. Celui d'une France profondément divisée. Une France qui ne formerait plus une seule communauté et qui ressemblerait davantage à une nation multiple. Le président reprend la thèse de Jérôme Fourquet dans son livre L'archipel français. Je vois la France comme un pays archipel. On ne peut pas comprendre notre pays, sa force et parfois ses traumatismes si on n'intègre pas ça. Alors qu'Emmanuel Macron avait dans un premier temps affirmé que le port du voile dans l'espace public n'était pas son affaire, le président livre cette fois une autre analyse. Vous savez, quand on parle du voile, beaucoup de jeunes femmes qui le portent sont filles ou petites filles d'immigrés. Elles ne viennent pas d'arriver, c'est l'échec de notre modèle qui se conjugue avec la crise que vit l'islam. Les mots choisis par le président pour verbaliser la fracture sont forts. Dans certains cas, il estime que c'est l'État qui est directement attaqué. Vous avez des gens qui ne sont pas intégrés, qui sont en sécession de la République, qui se moquent de la religion, mais l'utilisent pour provoquer la République. Emmanuel Macron qui dénonce l'humiliation dont a été victime la mère voilée qui accompagnait une sortie scolaire au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Une polémique qui, selon le président, a fait des Français l'otage de 2 périls qu'il faut éviter, le communautarisme et le Rassemblement national. Nargis, est-ce que tu comprends que le président de la République s'exprime à Valeurs Actuelles d'abord? Honnêtement, je pense qu'il aurait pu choisir un meilleur média pour faire meilleur média. Rappelons quand même que les lecteurs de Valeurs Actuelles sont quand même des gens issus pour la plupart d'extrême droite. Oui. Ce qui représente quand même, ce qui représente un certain corps électoral quand même en France. Le parti Rassemblement national, c'est combien? C'est aux dernières élections, voilà, c'est deuxième parti. Deuxième parti. De toute façon, comme tu dis, il sait très bien à qui il s'adresse en faisant ça, et je pense que c'est un peu de la démagogie, pardon. C'est dire à un certain public ce qu'il a envie d'entendre. D'ailleurs, on a l'impression que Marine Le Pen parle, Emmanuel Macron répond. À croire qu'il est en train d'entretenir justement ce face-à-face entre Marine Le Pen et lui, en préparant les présidentielles de 2022, non? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, la bipolarité. L'objectif de Macron, c'est d'être au deuxième tour en face de Marine Le Pen. Parce qu'il arrangerait, évidemment. Ouais. Mais oui, non mais c'est pas compliqué. Si je suis au deuxième tour de la présidentielle, en face d'Emmanuel Macron, je gagnerai. Il est tellement détesté par la population, hormis 22% de gens qui sont dans sa secte, parce que carrément, je peux t'assurer que les gens qui sont à la République en marche, sans vouloir leur manquer de respect, j'ai pas mal de copains. Eux, vraiment, ils ont signé comme s'ils allaient à l'armée, ils ont laissé leur cerveau devant la caserne. Hein. Le reste, ils ont été formatés, on leur dit quoi dire, quoi faire, quoi penser, quoi écrire. Faire le mouton de notre repos. Ça c'est en référence à un film juste extraordinaire. Il joue à un jeu ultra dangereux. Réellement, il fait un pas en avant, 2 pas en arrière, et en même temps, la start-up nation, elle a qu'un seul leitmotiv, c'est celui des sondages. Ils disent quoi les sondages?
faut se teindre les cheveux en bleu et on a 30 points de part de marché. Bah, c'est ce qu'on va faire. Donc, ils ne font pas autrement. Il ne fait pas de fond. Il fait pas de la politique par conviction. Il est là pour servir les intérêts des agro-business, des firmes écolocides et point barre. S'il est pas là une deuxième fois et qu'on peut placer quelqu'un d'autre à leur place, ils fabriqueront un autre produit. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Oui. Alors, Khaled, t'es d'accord avec cette analyse de Bouriaki? Ouais, je suis parfaitement d'accord. J'ai rien à redire à ça. Eh ben, très bien. C'est ce qu'il y a de plus. Enfin, j'ajouterais juste une chose. Oui. Je crois que c'est la première fois qu'un président de la République en France accorde une interview à un média d'extrême droite. À vérifier. Peut-être que Sarkozy l'a fait à son époque. Je sais pas. Il faut vérifier. Non, il a plein de défauts, Sarko, mais d'accord. Non, mais j'entends bien. Enfin, tu me diras en même temps, c'est lui qui va représenter la France à l'intronisation de l'empereur du Japon. Bah oui, écoutez en même temps. Alors tiens, revenons sur l'attentat de la mosquée de Bayonne avec ce témoignage recueilli chez nos confrères d'Europe 1 du fils d'une des victimes de cet attentat, donc de la mosquée de Bayonne. Ce fils s'interroge justement sur le fait que le parquet antiterroriste ait décidé de ne pas se saisir. Témoignage donc de nos confrères d'Europe 1, écoutez. Il va mieux, il est réveillé, il peut communiquer avec nous, donc ça bien évidemment ça rassure, mais bon voilà, il n'empêche qu'il faut encore attendre quelques jours pour savoir si il va y avoir d'éventuelles séquelles. Donc pour l'instant, tout le côté droit de son corps est partiellement paralysé, et nous on apprend, voilà, démence partielle. Je savais pas que ça pouvait exister. Donc j'ai le droit de devenir fou pendant 10-15 minutes, d'après la loi, d'aller tuer des personnes, incendier un lieu culte. Bon, écoutez, il va passer aux assises donc pour une tentative de double assassinat. Ça, on en est satisfait, bien évidemment, mais je suis pas sûr qu'il en ressort quelque chose qui puisse satisfaire les familles. Du fait de son âge avancé, 84 ans, j'ai bien peur qu'on lui trouve, qu'on lui trouve des excuses. Le parquet antiterroriste ce matin qui explique qu'il ne se saisira pas de l'affaire. Bon, très bien, si ça c'est pas une tentative d'attentat terroriste, écoutez, non, je comprends pas. Moi perso de mon côté, c'est ce que j'ai l'intention de faire, bien sûr. Saisir un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires pour que le parquet antiterroriste soit saisi, bien sûr que oui. Voilà le témoignage du fils, il s'appelle Karim, de l'une des deux victimes donc de cette mosquée de Bayonne, chez nos confrères d'Europe 1. C'est vrai que ça paraît quand même hallucinant quand même, non? Je sais pas. On a le droit d'être fou pendant 10-15 minutes, comme le dit ce fils, une démence partielle. Vous avez déjà entendu parler de ça, vous? Oui. Ah bon? Non, c'est réel, ça existe. Bah, tu sais, les gens qui font des burn-out. Là, par exemple, j'en ai marre, je pète un plomb, j'ai plus envie de t'entendre pour écrire jusqu'à 18h. C'est une démence partielle. De 2 secondes. Non, de 45 minutes. Voilà. non, mais bien sûr, les êtres humains sont très complexes. On ne connaît, je veux pas faire mon scientifique de comptoir comme Monsieur Masson, quoique je l'attends au détour d'un verre quand il veut. Je dis juste la chose suivante, c'est que les synapses peuvent à un moment donné partir en vrille et donc disjoncter. Mais il y a toujours une cause à effet. Ouais. Cette cause à effet, quand tu as un mec comme Monsieur Claude Sinquet qui écrit une lettre à Monsieur Zemmour en disant mais merci, ça fait des années que je voulais. Tu veux dire que c'est prémédité? Écoute, il a repéré, il a fait une lettre. Bien évidemment. Donc c'est plus de la démence partielle, là. Mais l'acte renvoie à une volonté, peut-être. Il y a l'effet fantasme. J'ai envie de. Oh là là. Et puis de passer à l'acte. Et le passage à l'acte, il est pas rationnel. Il est irrationnel. Il est voulu, et la pulsion fait que on passe à l'acte. Merci, docteur Bouriaki. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux être conscient de ce que tu fais, mais c'est cette pulsion qui t'oblige à. Bon. Mais il est complètement conscient. Mais elle est alimentée par quoi, la pulsion? En vérité, le vrai problème, c'est pas lui. Il y a un terreau de base. Lui, il doit se retrouver dans un hôpital psychiatrique ou derrière les tribunaux. Mais ceux qui l'ont alimenté, ceux qui ont semé la graine et qui ont arrosé. C'est-à-dire que tous ceux qui sont complices, ils doivent se retrouver aussi au tribunal. Bon. Eric, alors, si tu m'entends. Pour finir ce zapping, messieurs, dames, Emmanuel Macron était à Rouen. Il est parti à Rouen. Il a été hué, sifflé et aussi pris à partie par une femme très remontée. Alors là, c'est pas démonté devant Macron, qui a été resté un petit peu sans voix. Quoique, Macron quand même s'en sort toujours, il aime bien cet exercice. C'est la CAF et vous montez les allocations, logement pour les ministres de 900 à 1200. C'est une honte. Mais madame... Vous arrêtez pas de nous passer des lois par derrière pour nous voler. Vous êtes mis sur le pays pour défaire une guerre civile et on le sait tous. Alors, ceux qui ne madame, savent pas sont pas conscients. Ce que vous êtes en train de dire est la démonstration que j'ai bien fait de ne pas aller... Mais madame...
Mais madame... Et moi qui vous a suivi plusieurs fois, j'ai bien remarqué votre... Mais madame, vous ne voulez pas parler. Mais madame, vous venez de faire la démonstration. Je ne connais pas ces dames. Madame, elle a moins que vous à la fin du mois. Madame, elle a moins... Mais vous ne voulez pas parler, vous invectivez. Ah non, j'invective mais pas. madame... J'invective pas, mais ça va durer 2 secondes et vous allez partir, donc je sais pas. Mais c'est pas possible. Arrêtez, elle a moins que vous à la fin du mois. Vous venez d'en faire la démonstration, je suis désolé. Parce que là, vous ne devriez pas être d'accord avec ce président qui nous vole. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Il fait une loi juste pour les riches qui ne regardent pas son peuple crever la dalle et se faire étorgner juste parce qu'il n'est pas content. Madame, vous vous êtes exprimée librement. Ayez la courtoisie que je poursuive la discussion avec madame, qui elle cherche à discuter. Monsieur Macron, président de tout le monde. Mais oui, je suis président de tous les Français, madame. 13% pour voter pour vous, attention. Madame, vous cherchez à faire quoi? Je cherche justement à ce que vous ayez un jour un déclic et vous sauviez notre pays plutôt que l'emmener dans sa destruction. C'est ce que vous faites. Le pays est en révolte et ça va être de pire en pire. Tout le monde se réveille et vous fermez les yeux. Vous savez, c'est bien une chose que je fais pas, c'est fermer les yeux. Voilà, très en colère la dame, hein. Elle a... Remarquable. Ouais. Ah oui, vous avez aimé? Ah ouais. Formidable. Bah complètement. Elle a dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Enfin, ce que tout le monde pense déjà depuis quasiment un an, les gilets jaunes, par exemple. Et elle pose quand même bien ses mots, je trouve, pour. Et puis elle a eu l'intelligence surtout de pas lui laisser en placer une. Oui, voilà, c'est clair. Si elle lui avait laissé le moindre espace, c'était fini. C'est un excellent. Il aurait fait une carabissouille. Bon, dans un instant, on va parler du voile, je crois, avec Nargis dans son habitat. Il s'appelle comment? Voile et prosélytisme. Voile et prosélytisme. Voilà. On parlera de El-Baghdadi aussi avec Khaled Simohunt tout à l'heure, mais entre-temps, on s'interrogera, messieurs, dames, comment créer un rapport de force pour faire cesser, stopper l'islamophobie. Votre contribution est attendue. 01 40 33 9000, à tout de suite. Merci d'être avec nous en direct, évidemment, ce jeudi 31 octobre avec Khaled Simohunt qui est journaliste, avec Nargis, étudiante, toujours et encore, et avec Philippe Boriaki, futur maire d'Orly, paraît-il. Hein, préparez-vous les amis, attention. Europe Écologie Les Verts, on précise. Hein. Voilà. Vos appels au 01 40 33 9000 pour se poser la question. On va essayer de se réunir ensemble. Faut qu'on parle, les amis. Il faut qu'on trouve des solutions. Il faut qu'on crée ce rapport de force pour essayer de faire cesser, stopper cette ambiance nauséabonde, cette islamophobie grimpante. Et il faut qu'on trouve la solution ensemble. Si ces militants qui font le boulot, malheureusement trop marginalisés, chacun de leur côté, eh ben, il faut que nous on soit aussi un cercle de réflexion. Et cette émission doit aussi être capable de pouvoir faire émerger des idées de réflexion, justement, assez, j'allais dire leader, non, à ces têtes pensantes, à ces gens qui essaient de faire des choses, tant bien que mal, il y a des choses mauvaises, des choses meilleures, et on va essayer en tout cas de participer à notre manière à ce grand débat. Allez, n'ayons pas peur du mot, le grand débat de la communauté musulmane, maghrébine, africaine, ce que vous voulez en tout cas, pour qu'ensemble on essaye de retrouver ce faire et vivre ensemble que nous prenons ici à France Maghreb 2 et qui nous est cher. Avant de retrouver l'avis tranché de Nargis dans un instant, quelques infos zappées, les amis. Eh oui. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les infos zappées? Entre tristesse et colère, des habitants de Charleville-Mézières ont dénoncé le climat ambiant qui a, selon eux, favorisé l'apparition de tags racistes à 2 reprises en moins d'une semaine sur les murs du chantier de la nouvelle mosquée de la ville à Charleville-Mézières. Des tags ont été encore une fois enlevés et puis remis. Voilà, en tout cas des tags. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas dans les grands médias, mais ce chantier de cette nouvelle mosquée de Charleville-Mézières a été tagué. Rien de surprenant en fait, non, Khaled? Non, tout ce qui est de plus cohérent. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les infos un peu? Tiens, l'Indonésie qui veut développer le tourisme halal pour attirer plus de touristes musulmans, mais plusieurs régions de l'archipel se rebellent contre ce projet, et notamment quelques communautés chrétiennes ont lancé un festival de cochons en signe de protestation. Voilà. Eh oui. Festival de quoi? De cochons. Ça ressemble à quoi? Voilà. Non, un festival de cochons. Voilà, festival de cochons. Petite info, les amis, ce week-end, ce samedi à partir de 14h, un collectif citoyen se réunira devant le siège de CNews pour interpeller la chaîne sur sa responsabilité dans l'instauration d'un climat islamophobe en France. Bonne ou mauvaise idée?
Allez dénoncer le climat islamophobe Moi, je devant pense que c'est une CNews. bonne idée. Hein. Enfin, il faut qu'à un moment, on sait tous que CNews pose problème sur cette question-là, que c'est une chaîne qui véhicule en permanence des idées, un discours haineux, je pense, envers l'islam. Donc, moi, je pense que c'est une bonne chose. Bonne idée, Khaled. Moi, je pense qu'il faut faire attention aussi que ce soit pas interprété comme un appel à la censure. C'est-à-dire que c'est pas tant le fait qu'on ait propulsé Éric Zemmour. Le problème, c'est surtout qu'on nous donne pas de contradicteurs. Je veux dire, la semaine dernière, c'était quand même comique d'inviter Bernard-Henri Lévy pour lui servir de contradicteur. Donc, voilà. Il n'a pas dû être tellement en difficulté là du coup. Pas vraiment. Et puis d'ailleurs, il a même redoublé de. Ouais. Bon, bonne idée, Philippe. Écoute, moi, je continue à dire très bien. Toutes les initiatives sont très bonnes. C'est pas moi qui. Mais allez jusqu'au bout de la démarche. Tous ceux qui seront devant CNews pour manifester, résiliez votre abonnement Canal+. Par contre, on risque de vous confondre avec les gilets jaunes. Samedi 14h, les gars, attention, on pourrait être un petit peu malmené par la police en ce moment. Vous savez que allez à bout de nerfs. Mais le gaz lacrymogène, c'est très bon pour tonifier la peau. Bon, avant l'avis tranché de Nargis, Karim est avec nous. Nous appelle d'où, Karim? Karim de Metz, en Moselle. En Moselle. Oh, Concordat, c'est des cousins. Jean-Yves Masson, il est de chez vous, hein? Ah, il est de chez nous. D'accord. Bon, alors Karim, qu'est-ce qui se passe? Bon, moi j'appelle seulement pour donner mon avis, donner un point de vue, sur le climat qui règne actuellement en France par rapport aux musulmans. Oui. Voilà, après j'ai pas, comment dire, je pense que les choses sont claires, il y a quand même un climat qui est quand même délétère, qui est exagéré aussi par les médias. Et moi je pense, à titre personnel, c'est mon simple avis à moi que je donne comme ça, il faudrait que les musulmans de France s'organisent de manière pas plus sérieuse, mais qu'on réagisse plus à toutes les agressions qu'ils nous ont faites. Comme ça, sur long terme, on nous respectera plus. Parce que finalement, c'est une question de respect en réalité. On tape là où c'est facile, on sert un peu de l'idiotie des gens pour faire penser des choses, etc., etc. Et moi, je me dis que si on s'organise de manière plus... Comment, Karim? Comment? C'est la question. On va se la poser dans un instant, mais comment? Justement, j'allais y venir, c'est la suite de mon propos, notamment en créant des associations dans chaque ville, dans chaque quartier, en se présentant, que certaines personnes puissent se présenter à certaines élections, pour que notre voix soit représentée. L'agriculteur est représenté en politique, ce qui est très bien. Le travailleur est représenté, c'est parfait. Tout le monde est représenté de manière sérieuse. Je parle pas de représentants, vous voyez, tels des marionnettes. C'est pas mon propos, pas du tout. De vrais représentants, choisis par le peuple, pas choisis par le gouvernement. Enfin bref, on les connaît tous de toute façon. On ne va pas faire de commentaires. Je pense que ce serait pas mal pour nous qu'à chaque agression qui est faite contre l'islam, de manière générale, on puisse réagir de manière pacifique, évidemment. Je n'appelle pas du tout la violence, c'est pas du tout mon propos, mais qu'on puisse réagir de manière politique, sérieuse. Je pense qu'une fois qu'on sera pris un peu plus au sérieux, ça le fera déjà pour nous. C'est mon avis à moi. Bah écoutez, ça c'est une vraie proposition, mon cher Karim, et merci en tout cas de nous l'avoir donné. Merci Karim. À très bientôt. Et passe le salam à Jean-Louis Masson de ma part et dis-lui dimanche prochain je serai au Balto. Ouais. D'accord, ok. Salut Karim, à bientôt. Bon, avant de retrouver Khaled Simohan pour son avis tranché, un avis tranché d'abord, signé Nargis, ça nous fait bien plaisir. J'aime beaucoup ces avis tranchés. Nargis, jingle s'il vous plaît, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. 01 40 33 9000 pour vos propositions. On s'y intéresse dans un instant. Pour l'instant, voile et prosélytisme, Nargis. Le voile, ça se définit comme un morceau d'étoffe destiné à cacher. Visiblement, ça, les agents du discours médiatico-politique en France depuis des années l'ont bien compris. Le voile, ça cache quelque chose. Ça cache un acte de prosélytisme. Retour au début des années 2000. Déclaration de Jean-Pierre Raffarin en 2003. Les attitudes ostentatoires et le prosélytisme symbolisés par certains voiles doivent être absolument bannis en ces lieux, il parlait des écoles, qui représentent l'avenir de notre pays. Déclaration qui découle par la suite sur la décision de feu le président Jacques Chirac à entériner la loi sur l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école.
Donc le voile, ça dérange, parce que c'est une affaire de prosélytisme. Plus de 15 ans plus tard, nous y sommes, une fois de plus. Porter un voile vous interdira peut-être bientôt d'accompagner une sortie scolaire. Il pousse le bouchon un peu plus loin, jusqu'à ce que le débat public ose poser cette question en gros titre. Faut-il interdire le voile dans l'espace public ? L'espace public, carrément. Mince alors, tant de bruit pour quelque chose qui touche une infime partie de la population française. Et puis ce terme de prosélytisme, encore et toujours. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit moment, juste pour repréciser ce qu'est le prosélytisme ? J'ai tapé ça sur internet et je lis. Zèle déployé pour recruter des adeptes à une idéologie. Le simple fait de porter un vêtement peut-il être suffisant pour être qualifié de prosélytisme ? Les femmes qui choisissent de couvrir leur tête d'un voile, dit islamique, sont-elles des responsables RH de la Direction Générale de l'Islam en France ? Prosélytisme qu'ils vous disent. Mais leur voile est-il animé ? Récite-t-il des versets d'un livre saint en particulier ? Non, il ne fait rien de tout ça. Ah si, il couvre une petite partie de leur tête. Mais tiens, c'est drôle. Ça me fait vachement penser à une autre femme. Tu sais, Christophe, celle qui symbolise la République française. Ah oui, Marianne. Mais Marianne, ce n'est pas Mariam. Enfin bref, on en est arrivé là. Porter un vêtement, c'est faire du prosélytisme. Et ben, vous savez quoi, à mon avis, il y a quand même beaucoup plus dangereux. Ah oui, si on joue à ce jeu-là, arborer un sweat marqué d'elle de la victoire ou sortir son PC avec une pomme croquée, est-ce que ce ne serait pas, si on suit leur logique, le prosélytisme du capitalisme et du travail forcé ? Ah oui, mais non. Ça, c'est dans l'air du temps, dans l'ère de la Startup Nation. Bon, on a compris qu'en quelques décennies, le musulman et la musulmane sont devenus le bouc émissaire. Celui qu'on déploie pour faire diversion, pour faire division, pour diviser une France qui se sent en danger. À l'heure où un viol est dénoncé toutes les 40 minutes, on s'inquiète de ce morceau de tissu porté au nom d'une valeur et d'une croyance personnelle. Réveillez-vous les mecs, le voile ça ne cache rien d'autre qu'une partie du corps qui se trouve sur la tête de tout être humain et qui s'appelle les cheveux. Voile ou béret, laissez-nous vivre. Il y a quand même plus d'urgent en France. Mais vous savez quoi ? Continuez à vous acharner, parce que sans armes et sans violence, le vivre ensemble des Français finira par avoir raison de vous. Magnifique, bravo. Khaled, qu'est-ce que t'en penses ? Très bien, très bien, très bien. Voilà, ça c'est de l'écriture d'Argis, voilà. Ça c'est la future génération, les amis. Ça, elle est jeune. On est en marche. Elle est en marche. Exactement, elle est en marche. Elle l'a dit, elle l'a fait. Elle est en mouvement. Oui, dans un instant, Khaled Simohan. On va parler d'un autre sujet. Comme quoi, dans cette émission, on parle de tous les sujets. Et c'est vous qui avez la parole aussi. On va parler de la énième mort de Abou Bakr el-Baghdadi, qui a d'ailleurs été confirmée pas plus tard que cet après-midi. Pour l'heure, nous sommes avec Fatah, qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonjour Fatah. Bonjour, salam alaikum à tous. Bonjour Fatah, vous nous appelez d'où ? De Provins. De Provins, très bien. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est votre proposition, Fatah ? Moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposeriez pour créer ce rapport de force tant attendu ? C'est ça, il faut qu'on est tous conscients qu'il faut qu'on s'organise. Les petites rivières font de grands fleuves, vous savez ce qu'on dit. Oui. Allô ? Oui, on t'écoute. Moi, ma proposition est celle-ci. Il faut qu'on s'organise tous dans nos communes, autour de notre mosquée, parce que le principe, la cible de ces gens-là, c'est la communauté, la religion, notre lieu de culte. Donc, il faut qu'on le protège. Il est à travers notre mosquée de notre ville. Il faut qu'on s'organise, qu'on laisse, qu'on soit des véritables, qu'on prenne en considération cette société-là aujourd'hui, dans laquelle on vit avec tous les médias, tous les réseaux sociaux. Elle est basée sur la communication. Il faut qu'on communique. Ne laissons pas les autres communiquer à notre place. Faisons-le dans notre commune. Chacun, chacune. L'idée, c'est quoi ? Dans un premier temps, le constat actuel, il est là. Il est malheureux, mais c'est la vérité. J'ai remarqué dans toutes les institutions religieuses musulmanes du pays, souvent, la majorité, pas toutes, la majorité sont représentées par des frères qui, machallah, donnent du temps, donnent énormément d'énergie, font les choses comme il faut, super, mais la plupart du temps, ce sont pas des gens qui sont natifs de la France, nés en France. Ils viennent du bled. Quand ils s'expriment avec un accent, même s'ils s'expriment super bien. Mais il y a un accent. Le constat, il est là. C'est qu'eux, ils se prennent pas trop la tête. Voilà, le mec, il parle avec un accent. Il n'est pas né en France. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Allô ? Oui, on t'écoute, Khaled.
comment il s'appelle déjà? Fatah. Voilà, Fatah. On a bien compris, en tout cas, merci Fatah pour ta proposition, mais on a bien compris qu'au travers des deux discours, des deux interventions de nos deux auditeurs, finalement ça commence à l'échelle locale à essayer de peut-être de s'engager, de s'investir. Il y a les municipales bientôt là d'ailleurs. Peut-être qu'il est important aussi d'aller rejoindre, je sais pas, de vous mettre sur des listes, de s'impliquer politiquement. Alors c'est vrai qu'il y en a qui rejettent complètement cet aspect-là parce que eux ne croient plus du tout en la politique, etc. Mais c'est aussi, ça passe par là un engagement aussi. Ça passe par l'engagement local, Philippe. Je crois que évidemment, la base c'est ça, une pyramide, ça a une base, et puis ça a plusieurs strates jusqu'à arriver au sommet. Et c'est pas péjoratif de dire au sommet. Et la pyramide, elle est, si vous la mettez sur une surface plane, donc vous l'enlevez de la 3D, vous la mettez en 1D, hein? Non, c'est bon. C'est bon? Si vous la mettez en 1D, et ben ça fait quoi? Ça fait un triangle. Rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? La tortue romaine. La tortue de la Légion romaine, c'était ça. Donc il faut qu'on parte de la base, qu'on s'organise en comité local, puis on fait une fédération départementale et puis une fédération régionale, jusqu'à élire au fur et à mesure, de façon démocratique, de manière paritaire, et on accueille tout le monde, c'est-à-dire les musulmans et les non-musulmans. Et de là, de cette force-là, de cette structure-là, tu as des interlocuteurs, parce que ils disent quoi aujourd'hui? Moi j'ai des potes qui sont au ministère de l'Intérieur, ils disent très bien, nous on veut bien discuter avec des gens, mais qui? Quoi? L'OUF, le CCM, t'as des potes le partout, CLJ. toi, hein. Ministère de l'Intérieur, chez En Marche. C'est parce que je suis un garçon comme mec. Non, je suis un garçon gentil et les gens les aiment bien, les gens gentils, mais gentil n'a qu'un œil, et puis c'est pas parce qu'on est gentil qu'on doit accepter l'inacceptable. Quoi? J'aimerais borgne? Ouais, au royaume des aveugles, le borgne est roi éventuellement. Non mais justement, tiens, puisqu'on est dans la liturgie, je vais vous lire quelque chose et vous allez me dire d'où c'est tiré. Car si une femme n'est pas voilée et qu'elle se coupe aussi les cheveux, or il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou être rasée. Qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est à l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est à la gloire de l'homme. C'est tiré de d'où? C'est pas le quiz encore, hein. Non, mais justement. Bible. De la Bible, et c'est le chapitre du Corinthe. Corinthe. Très bien. Après, on peut dire c'est le Coran. Non, c'est la Bible. Donc, dans toutes les religions monothéistes et dans toutes les religions cultuelles, la femme et l'homme sont couverts, ils ont un couvre-chef. Prenez l'exemple, je vous invite d'aller en Sicile, moi j'ai de la famille en Sicile et au Portugal. Allez-y, vous allez voir, toutes les veuves sont vêtues de noir et elles sont voilées toute la journée. Donc maintenant, ça suffit avec cette histoire de voile. C'est un cache-misère sociale et on se sert de ça pour nous abrutir, nous opposer les uns aux autres et élever vos consciences. Et vous demandez-vous à qui profite le crime. 17h45. On est prêt là, mon ami Philippe? On est chaud? Bon, 10. Très bien. Alors, on y va avec un autre avis tranché, un autre sujet abordé au travers de l'avis tranché de notre ami Khaled Simohan. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. La production à l'état pur dans cette émission. En voici pour preuve avec cet avis tranché signé Khaled Simohan pour nous parler de la énième mort de Abu Bakr el-Baghdadi. Oui, en effet. Je voulais revenir sur la mort de ce sinistre personnage. On l'a tous vu, l'air triomphal de Donald Trump lorsqu'il a annoncé la mort du calife, et les détails glauques dont il nous a gratifiés n'ont échappé à personne. Il est mort comme un chien, paniqué, criant, pleurant et gémissant. On va croire que c'était Trump en personne qui poursuivait Baghdadi dans ce fameux tunnel où il se serait fait sauter. Bon, soit dit en passant, il n'y a aucune source qui confirme cette version des faits de manière générale, hein. Bon, c'est Trump. Après avoir voté pour des cow-boys justiciers comme Nixon, Reagan, Clinton et Bush, les Américains ont choisi pour changer, pour le fun, juste pour voir ce que ça fait de mettre le Joker à la Maison Blanche. Et maintenant, on s'amuse comme des fous. Mais soyons indulgents. Obama aussi avait fait son show lorsqu'Oussama Ben Laden avait été tué, alors avec un style nettement plus sobre, mais pas moins triomphal. Et puis vous vous souvenez peut-être de l'annonce par George Bush de la mort d'Abu Musab al-Zarqawi en Irak, ou de celle du Mollah Omar en Afghanistan, d'Abu Ammar al-Tchétchéni en Syrie. On pourrait aussi parler des coups décisifs, je mets de lourdes guillemets sur le mot décisif, portés par l'armée française contre tel ou tel chef d'un groupe djihadiste dans le Sahel. Bref, on n'arrête pas de gagner la guerre contre le terrorisme et pourtant elle dure toujours.
Alors sur les réseaux sociaux, les Irakiens font de l'humour en se demandant qui sera le personnage principal de la prochaine saison de la guerre contre le terrorisme. Pour l'instant, on ne sait pas. Ah si, on sait. Ça a été annoncé tout à l'heure. Mais en tout cas, ils le savaient pas il y a quelques jours. Mais la certitude, c'est qu'il y a bien une saison en préparation. Pour les Irakiens, la série a commencé il y a 15 ans. Et ils ont compris qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Pourquoi ? Parce que les raisons objectives qui ont conduit à l'émergence de cette super production internationale sont non seulement toujours là, mais se sont même aggravées. Le gamin qui a aujourd'hui 10 ans à Mossoul et qui vit dans une maison en ruine détruite par les forces de la coalition venues soi-disant le libérer de Daesh et qui pour ça n'ont pas hésité à tuer son oncle et jeter son père en prison, ce gamin, dans 5 ans, il aura sa Kalachnikov en bandoulière et s'il est encore en vie dans 15 ans, ce sera peut-être le prochain Bardadi. Et encore, ce qui se passe dans les régions sunnites de l'Irak, c'est de la tarte à côté de la situation qui prévaut de l'autre côté de la frontière, en Syrie. Ça donne une idée de la pagaille en perspective. Donc, au lieu de chercher, comme le font nos experts, des explications dans le Coran et la Sunna, ou de verser dans les thèses conspirationnistes pour savoir qui tire les ficelles, intéressons-nous d'abord à l'avenir de cet enfant de 10 ans, avant qu'il ne devienne notre cauchemar. Et pour finir sur une note positive, on ne peut pas ne pas parler du soulèvement populaire qui est en train d'enflammer Bagdad et le sud du pays, malgré la répression qui a fait plus de 200 morts, enfin qui a fait près de 200 morts et plus de 5000 blessés. Si les manifestants qui sont pour l'instant majoritairement chiites arrivaient à tendre la main à leurs compatriotes sunnites par-delà les murs édifiés par les forces d'occupation américaines et iraniennes, pour séparer sunnites et chiites. Donc quand je précise que quand je parle de mur, c'est pas une allégorie, une métaphore. Il y a vraiment un mur à Bagdad qui sépare les deux communautés. Donc si ces manifestants parvenaient à tendre la main à leurs compatriotes sunnites, l'Irak pourrait peut-être commencer à panser ses plaies et à se projeter dans le futur. Merci Khaled Simohan pour cet avis tranché, pour nous parler de la énième mort de Abu Bakr al-Baghdadi qui a été d'ailleurs confirmée par Daesh cet après-midi en nommant une nouvelle personne à sa tête. Bien sûr, ça veut dire que la bête n'est pas morte. Jamais. Voilà, jamais morte. Dans un instant, oui. Non, il y a du stock et j'ai juste une question à poser un petit peu. Alors déjà, je vois que Khaled il conteste la version officielle, donc moi je tiens à dire à mes amis américains que je me désolidarise de Khaled. Je veux pas avoir de problème non plus. Je suis pas fou. Je collabore, moi. J'ai dédié ça et je collabore. Non, mais tu as raison, Khaled, de soulever ça. Effectivement, si tu t'attaques pas à la racine, et à la racine, c'est ces enfants qui voient leur famille brûlée par ça. Non, on va se le prendre en plein fouet dans. Oui, par contre, on va se prendre la pub en pleine face si tu continues à parler. Donc on va se taire maintenant, on va laisser place à la pub et dans un instant le quiz. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est la direction générale de l'islam en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu es fou, Philippe. Sortez-moi ce mec du studio tout de suite. France Maghreb 2. Le LGF tous les jours sur France Maghreb 2 en ce 31 octobre avec Nargis, étudiante qui est venue entre deux partiels. Hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Philippe Boriaki et Khaled Simohan, journaliste. L'heure du quiz a sonné, mesdames, messieurs. Je vous rappelle les règles de ce quiz. Ouais, je veux bien parce que moi c'est mon premier. Ouais. Ah oui, c'est ton premier. Très bien. Ouais. Fais gaffe, t'es à côté d'un des plus grands tricheurs du quiz. Je sais. Je vais me décaler un peu là. Attends, pas regarder directement, regardez-moi. Qu'est-ce que c'est ce complot là? Je rappelle les règles du quiz. Donc mes questions ont tout un rapport avec la date d'aujourd'hui. Nous sommes, je vous le rappelle, le 31 octobre. Il faut impérativement attendre la fin de ma question pour répondre, sinon je l'enlève un point. Ok. Voilà. Et puis après ça, il suffit d'être bon, quoi. Et je vous souhaite bonne chance. On y va avec la première question. Khaled Simohan, Nargis, Philippe Boriaki. C'est parti, première question. Qui annonce sa candidature à la Maison Blanche en 1991? 91? Ouais. George Bush? Non. 91? Clinton. Ah. Bonne réponse de Khaled Simohan. Bill Clinton annonce effectivement le 31 octobre 1991 sa candidature à la Maison Blanche. Il aura été élu et je m'en souviens. Ouais, j'en souviens. Moi, j'étais pas né. Un point pour Khaled Simohan. Et alors, ça n'empêche pas de le savoir. Oui. Hein, on dirait Maïssa qui nous dit oui, tu nous poses pas des questions par rapport à notre époque. Bah oui, mais attendez, voilà. Bon. Allez. Deuxième question. Je cherche une femme politique indienne qui fut première ministre de l'Union indienne de 1966 à 1977, puis
de 80 à 84 morte un 31 octobre. Gandhi. Gandhi. Ah, Gandhi. Indira Gandhi. Ah oui. Effectivement, Ah oui, j'accorde Gandhi. le point à Boryaki. Un partout, effectivement, Indira Gandhi qui fut assassinée effectivement un 31 octobre, assassinée un 31 octobre 1984. Tu n'étais toujours pas né. Non, encore moins. Décidément, t'es très jeune. Encore moins, pas assez. Troisième question. Je cherche à présent une cycliste française avec 59 titres nationaux et 13 fois championne du monde, née en 1958. Jeannie Longo. Jeannie Longo, bonne réponse. 2-1 Le monde pour du Philippe vélo, Boryaki. Quatrième question, qu'est-ce qu'il y a, Nargis, tout va bien? Oui, ça va, ça Bon. Qui est élu? Alors là, tiens. Ah, on va voir qui rira le dernier, là. Quatrième question. Qui est élu premier président de gauche en Uruguay en 2004? Evo Morales. Non. Non, pas du tout. En Uruguay. En Uruguay. C'est Florent Pagny. N'importe quoi. C'est Patagonie. Non. Là, on est en Uruguay. Qui est élu premier président de gauche en 2004? Mourinho. Attends, le mec il se verse un SMIC par mois en plus. Tabaré Vasquez. Ah, Ouais. Et qui roulait en coccinelle. Exact. Voilà. Ah, je les ai eus. Attention, on a combien là? 2-1 pour Boryaki, c'est ça? C'est ça. Attention. Peut-être la question où Khaled va y égaler ou peut-être Boryaki va prendre définitivement le large. Qui remporte la Coupe du Monde de rugby en 2015 en Angleterre? Les All Blacks. Les All Blacks, bonne réponse. De toute façon, c'est compliqué. C'est soit l'Angleterre, soit les All Blacks, soit l'Australie. 3-1 pour Boryaki aujourd'hui. Oh, Abdeslam, bouge pas, j'arrive. Oui, bah Moi, je oui. dis ça- juste qu'il était là en avance, donc je suis sûr qu'il connaissait déjà les questions. Bien sûr, Quand je suis arrivée, il j'ai était appris déjà de là. braille avant-hier. Laisse le braille tranquille, toi. Reste tranquille. La mauvaise Alors, mesdames, foi. messieurs, évidemment, c'est un petit week-end de 3 jours. Demain, best-of du LGF. On sera pas là, mais on sera quand même là. Et vous pourrez écouter notamment hier Auria les yeux verts. Vous connaissez Auria les yeux verts, Nargis? Non, je connaissais pas. C'est une humoriste vraiment fort sympathique qui nous a bien régalé, alias Zora H qui était là évidemment. On réécoutera aussi Adama Traoré qui est venu s'expliquer et finalement il avait raison, Adama Traoré, sur le fait que à propos de l'affaire de la tuerie de la préfecture, il n'y avait pas de caractère terroriste. Voilà, c'est ce qu'il a dénoncé. Bon, il a peut-être mal fait, mais en tout cas, il est venu s'en expliquer lundi dans nos studios. Et on réécoutera aussi quelques avis tranchés. Tiens, j'en ai pris 2, notamment Anissam Ziti. Vous avez tous écouté Anissam Ziti. Non, là, on est dans le haut niveau, c'est la Champions League. Et puis Hicham Terak hier qui nous a fait une slam de ouf hier aussi. À réécouter tout cela demain entre 16h et 18h dans le best-of. Mon Khaled, merci beaucoup. Bon week-end. Merci Christophe. Et à Bon très week-end bientôt. Jeudi prochain probablement. Oui. Voilà, avec plaisir. Nargis, on se retrouve à quand? En quelle année? Quelle époque? Peut-être en 2020, je sais pas. Non mais déconne pas quand même. Hein? Non, Dommage, parce qu'il y a très des qualités. vite. Très vite. Boryaki en tout cas lui en profite parce que je rappelle les règles pour ceux qui sont candidats comme Philippe Boryaki. 3 semaines avant l'élection, plus de radio mon pote. Ah là là. Eh ouais. Fini. C'est les règles du CSA. Si tu veux te plaindre, Mais tu appelles non, mais le le pire, c'est CSA. que je parle pas de la politique de ma ville. Mais par contre, vous me recevrez en tant que candidat, non? Évidemment. Ah, voilà. Évidemment. Et là, on parlera de ton programme, de ce que tu vas proposer. De notre programme. Que futur maire d'Orly. Du coup, je peux parler de ma réunion samedi? Oui, vas-y. C'est la dernière réunion, c'est le 4e atelier citoyen. Sérieusement, en toute modestie, j'étais le premier à lancer ces ateliers. C'est les citoyens qui viennent et qui créent leur programme. Ils m'ont tous copié, sauf que j'ai pas les mêmes moyens que les autres. Donc c'est à 14h, 1 place François Mitterrand, à la mairie d'Orly. Venez apporter vos idées, venez apporter vos problèmes, et je suis sûr qu'on trouvera une solution. Ça, c'est le premier en France programme fait et réalisé pour, avec et pour les citoyens orlysiens et orlysiennes. Et même si vous êtes à côté, venez nous dire ce qui se passe chez vous et voir ce qu'on peut appliquer chez nous. On prend toutes les bonnes idées. Khaled, tu le vois, futur maire d'Orly? Je pense qu'il va faire le bonheur de ses administrés. Ouais. On va rigoler. Nargis, tu serais prêt à voter pour un mec comme ça? Ah, je sais pas. Ah. Ça se négocie contre des points au quiz. Jamais. Non. Vote pour les autres. Non, mais le clientélisme, on connaît en politique, Philippe. Ouais, mais ça Boryaki. n'existe pas Ça chez n'a pas nous. disparu. Comme je te l'ai dit, sérieusement, on préfère perdre sur nos idées que de gagner sur un tissu de mensonge. Parce que moi, demain, je continuerai à emmener mes enfants à l'école et j'ai pas envie que les gens m'interpellent et me vilipendent. Bon, je pense qu'on va terminer parce que j'aurais là-dessus. dit des carabistouilles. Très bien. Ouais. Merci à tous les trois en tout cas. Rendez-vous lundi, mesdames, messieurs. Bon week-end, profitez-en bien. Bon Week-end. Happy Halloween! Ouais, on s'en fout. 18h01 sur France Maghreb. De bonne soirée à tous. L'actualité, le journal en ce jeudi soir. L'actualité avec Sophie Terrance pour le journal. Bonsoir Sophie.
Bonsoir à tous. Les titres de l'actualité ce soir. Le gouvernement au chevet de la Seine-Saint-Denis. 23 mesures annoncées par Édouard Philippe pour venir en aide au département le plus pauvre de France. Vous entendrez dans ce journal les réactions des élus locaux, des réactions mitigées. 5 mois sans expulsion locative. C'est le début ce soir de la trêve hivernale. L'occasion pour les associations d'interpeller le gouvernement à l'image de la Fondation Abbé Pierre. Et puis ce soir, c'est Halloween. Vous serez nombreux à vous déguiser. De plus en plus de Français jouent le jeu, comme nous l'expliquera le patron de magasins de déguisement. Édouard Philippe était à Bobigny ce matin. Il n'est pas venu les mains vides. Il a annoncé 23 mesures pour le département le plus pauvre de France. Parmi elles, on retiendra la prime de 10 000 € pour fidéliser les fonctionnaires ou encore le recrutement de 150 policiers. Après ces annonces, les élus locaux sont plutôt satisfaits, même si certains pointent quelques manquements. Je vous propose d'en écouter quelques-uns d'entre eux au micro de Boris Karlamov. Il y a un pas en avant. D'abord, le fait même que le Premier ministre vienne avec des ministres, j'espère que c'est aussi un regard qui change de la part de l'État, de la nation sur la Seine-Saint-Denis. Ça va dans le bon sens, bien évidemment. Prendre conscience qu'il y a des territoires dans lesquels il y a beaucoup plus de difficultés et que là où se concentre la difficulté, on doit concentrer l'énergie de l'État, ça c'est bien. Il y a beaucoup de flou. Prenons la mesure de 10 000 € que le gouvernement brandit pour les fonctionnaires comme prime au bout de 5 ans pour les fidéliser. On ne sait pas quels fonctionnaires seront concernés. Est-ce que c'est ceux aujourd'hui, dans 5 ans? Et enfin, il y a beaucoup de flou sur les budgets. On ne sait pas très bien où les budgets vont être pris. Et vous avez pu entendre Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Stéphane Peu, député PCF du 93. Une opportunité, mais des inquiétudes. La réaction des syndicats après l'officialisation de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler. Un mariage à 50 milliards de dollars qui en ferait le 4e plus gros constructeur automobile du monde, avec plus de 8,5 millions de véhicules vendus chaque année. Une annonce saluée par la majorité des syndicats de PSA en France qui promettent néanmoins d'être vigilants sur ses conséquences, en particulier sur l'emploi. Le témoignage contre Nordal-Lelandais restera au dossier. C'est ce qu'a décidé cet après-midi la Chambre de l'instruction de Grenoble, saisie par les avocats de l'ancien maître chien. Ce témoignage versé au dossier, c'est celui d'un ancien codétenu de Nordal-Lelandais. Cet homme avait assuré que le principal suspect dans l'affaire Maëlys lui avait raconté comment il avait violé et tué la petite fille. Outre ce témoignage, la Cour a aussi validé l'expertise psychologique de Nordal-Lelandais. C'est le début ce soir de la trêve hivernale qui interdit toute forme d'expulsion de logement jusqu'au 31 mars 2020. Près de 16 000 ménages ont été expulsés en 2018, soit environ 36 000 personnes. C'est le constat de la Fondation Abbé Pierre qui chaque année recense les expulsions sur la base de l'intervention des forces publiques. La Fondation Abbé Pierre qui demande aujourd'hui au gouvernement un plan d'urgence. Marie Rotan est responsable de la plateforme Allo Prévention des expulsions à la Fondation Abbé Pierre. Écoutez. On demande pour ça 100 millions d'euros à mettre en place rapidement, en plan d'urgence, et sur la durée, une politique de prévention des expulsions qui soit adaptée, qui soit ajustée aux besoins des personnes. Il faut garder à l'esprit que le coût des expulsions, le coût des procédures, le coût des expulsions et les conséquences de les expulsions sont un coût important pour les dépenses publiques. Et ce sont des coûts évités aussi d'agir en prévention. Donc on ne comprend pas la politique actuelle des pouvoirs publics. Des propos recueillis au téléphone de Boris Karlamov. Un mot de l'étranger, c'est une première étape aux États-Unis. La Chambre des représentants américaine approuve ce soir l'enquête en destitution de Donald Trump. Une procédure pour démontrer que le président a fait pression sur l'Ukraine pour obtenir de quoi salir l'ancien vice-président Joe Biden, bien placé pour l'affronter lors de l'élection de 2020. Les républicains voient de cette procédure une chasse aux sorcières. Il était resté silencieux jusqu'à là. Dans un communiqué publié ce soir, le groupe État islamique confirme la mort de son chef Abou Bakr al-Baghdadi. Le chef de Daesh est décédé au cours d'une opération militaire américaine. Et enfin, vous avez peut-être prévu de fêter ce soir Halloween. Au programme chasse aux bonbons et déguisement d'horreur. Un rendez-vous annuel qui marche toujours aussi bien pour Raphaël Morico, directeur du magasin de déguisement Caméléon en fête à Toulouse. Ça marche de mieux en mieux. Halloween, ça s'est installé depuis quelques années et ça a dépassé même le réveillon du 31 décembre. Donc aujourd'hui, c'est un des plus gros moments de l'année, en termes de déguisement en tout cas. Tout public est plutôt plus grand que petit. Là, on a beaucoup de clowns, comme l'année dernière. Beaucoup de Dia de la Muerte aussi. Ça perdure. Voilà, ça c'est les deux grosses tendances. Après, tout le classique Halloween, vampire, sorcière. Je pense que c'est surtout l'occasion de faire une fête à un moment de l'année qui est pas tellement propice à ça. C'est un carnaval d'hiver quelque part. Des propos recueillis par Pauline Guerguil. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique.
Divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.